Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous deux pour cette table ronde risque cyber et monde financier. Je vais commencer par vous présenter. Arnaud Martin, vous êtes directeur des risques opérationnels à la Caisse des dépôts Mmh. et vous êtes également vice-président du CESIN, j'espère bien le prononcer, Tout à le fait. club qui regroupe environ 1200 RSI en France. Romain Delorieux, on a déjà échangé ce matin au cours d'une précédente table ronde. Vous êtes responsable des partenariats stratégiques chez Thales dans la division produits cybersécurité. Bonjour. Parfait. Nous allons commencer effectivement peut-être par faire entre guillemets l'état de l'art de la régulation des services financiers en France avec vous, Arnaud Martin. Alors on va commencer, oui, par prendre peut-être un peu de hauteur avant de, voilà, avant de converger vers la cybersécurité. C'est ça. Mais 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 Comment c'est on est vrai que arrivé à c'est ça, le secteur financier est par essence certainement le secteur le plus régulé, alors pas uniquement en France, en Europe et même aux États-Unis. On voit que, suite à la crise notamment des subprimes, donc fin des années 2000, Mhm. on voit que l'ensemble des banques centrales ont repris la main en fait, en créant, un niveau de régulation, donc soit adossé pour l'Europe, à la BCE, soit adossé à la Banque de France, donc l'ACPR, au niveau de la France, pour contrôler, les agissements des différentes banques, qui, engagent ce qu'on appelle un risque systémique. Mhm. Donc un risque systémique, c'est si une banque, se trouve être dans un état de défaillance, potentiellement, elle peut, faire Entraîne. un effet, Mhm. domino sur l'ensemble du secteur. Mhm. Et ça, en fait, ça se matérialise tout d'abord par, une régulation sur, les risques financiers. Donc suite à la crise des subprimes, il a été enfin voilà, Mhm. sont arrivées les régulations Bâle, la capacité en fait, à ce que le régulateur demande, aux banques, d'avoir un certain nombre, ce qu'on appelle des fonds propres. Bien sûr. Donc le pilier 1 Mhm. qui, permet d'avoir en fait d'obliger chacune des banques à avoir 8 de fonds propres par Mhm. rapport à son activité. Pour éviter, voilà, que des retraits massifs, C'est ça. que, des activités, défaillantes au niveau de la gestion des actifs chez Mhm. elles Faire face viennent à un coup dur, si je puis faire dire. face à un coup dur. Mhm. Et ça, en fait, ça s'est matérialisé tout d'abord sur les risques financiers. C'est arrivé dans un second temps aussi, sur les, voilà, la capacité, à être en adéquation à ses appétits au risque, donc risque financier, mais aussi risque opérationnel. Mhm. C'est ce qu'on appelle le pilier 2. Donc là, en termes de volume financier, globalement, ça peut varier, mais sur le secteur financier français, on est souvent autour de 2 de fonds Mhm. propres, en plus des 8 sur la partie, purement financière. Et donc tout ceci, en fait, contribue voilà, à la régulation, de l'extérieur des activités bancaires. Mhm. Et le petit dernier, bien évidemment, c'est, le fait que, suite à une attaque cyber ou alors par manque de protection cyber, le système d'information des banques peut, tomber. Et si ce système d'information des banques tombe, globalement, on pourrait ne plus retirer d'argent aux distributeurs. On pourrait ne plus effectuer de virements Mhm. interbancaires. On ne pourrait ne plus effectuer, d'investissements, au niveau d'actions, et cetera. Et donc là, le régulateur, s'est mis en ordre de marche, pour, justement essayer de maîtriser ce risque cyber, qui est un risque qu'il connaît mal, que les Mhm. COMEX des banques connaissent mal. Et c'est ce qu'on appelle la montée en puissance, de la maîtrise des risques TIC, donc technologie de l'information et de la communication, donc les risques du système d'information et les risques de la sécurité du système d'information. D'accord. Et je pense qu'on va forcément parler de DORA autour de cette table ronde. Je crois, oui. Effectivement, on va continuer avec vous, Romain Delorio. On va aborder notamment les perspectives européennes et se poser la question de: est-ce que la France est une exception? Alors c'est une bonne question effectivement. Comme l'a dit Arnaud, toute la démarche réglementaire qu'on connaît aujourd'hui dans le monde financier, pèse enfin, a son origine dans la crise autour de 2008 des subprimes et ce qui s'ensuit. Donc il y a une partie de phase de régulation du stress sur les actifs financiers en tant que tels et on bouge maintenant sur la partie informatique. Il faut savoir que le système financier, les services financiers sont des gros consommateurs de services informatiques au sens large, puisque ce sont des gros ordinateurs qui gèrent d'énormes Bien sûr. transactions, et cetera, quel que soit le positionnement en tant que tel des banques, ou des assurances ou d'autres acteurs collatéraux. Donc après, au niveau de l'Europe, je pense qu'il y a eu une bonne réaction il y a à peu près une quinzaine d'années justement de créer ces stress tests d'un point de vue financier et une évolution naturelle qui a été celle de réguler la partie informatique. On voit qu'il y a une prise de conscience de l'impact
sur l'économie et sur les sociétés en tant que telles des services financiers, et donc une volonté de faire cette régulation. Donc aujourd'hui, au niveau de l'Europe, on a une régulation, effectivement, DORA, Digital Operation Resilience Act, dont l'objectif est de réguler un certain nombre de paramètres sur la capacité des services financiers, donc les banques, les assurances, etc., de réagir, de se protéger contre des risques inhérents à l'utilisation de l'outil informatique, de se protéger, de détecter des risques et de potentiellement répondre en tant que risque, enfin, quand il y a un risque qui arrive. Est-ce qu'il y a une forme de crash test sur ces banques, comme il y a un crash test financier? Alors, ce qu'il y a en termes de tests financiers, c'est ce qu'on appelle plutôt des stress tests Stress test. pour vérifier Oui. le niveau de résistance sur cette partie-là. Ce qu'on avait au niveau français, donc c'était au travers d'un autre organisme adossé à la Banque de France qui s'appelait le GPR, donc le groupe de place robustesse, où on effectuait de la synchronisation et des exercices de crise pour vérifier justement comment est-ce qu'on pouvait avoir une certaine coordination lorsqu'il y avait potentiellement une attaque qui n'était pas uniquement qui ne ciblait pas uniquement un établissement bancaire, mais qui pouvait cibler la totalité du domaine bancaire. Ce que va rajouter DORA par rapport à ces exercices de crise et à cette globale coordination au niveau du GPR, c'est ce qu'on appelle des tests de résilience assez normés, donc, voilà, via des TLTP, donc des tests de grande ampleur, aussi bien en termes de volume impacté que des tests bout en bout, y compris potentiellement avec des fournisseurs, ainsi que la longueur de ces tests-là. Et donc tout ceci va se mettre en place au fur et à mesure. Pour le moment, il ne faut pas oublier que DORA est entré en vigueur, alors de mémoire c'était le 17 janvier 2025 pour la plupart des banques, c'est cette arrivée de l'organe de contrôle, que ce soit la CPR au niveau de la France, sur les établissements pour déclencher ces tests-là n'a pas encore eu lieu. Là, on est encore dans la phase de finalisation de l'ensemble des mesures qui sont apportées au niveau de chacune des banques pour être en conformité avec DORA. D'accord. Justement, pour revenir sur DORA, est-ce que selon vous, on peut et on doit aller plus loin et si oui, par où commencer et quelle est un peu la marche à suivre? Alors, en fait, DORA, déjà, il faut voir que pour les très grandes banques françaises, c'est une continuité, ça n'est pas une rupture. Certes, je ne nierai pas le fait qu'il y a un petit gap à franchir, hein, un gap financier, un gap en termes de corpus documentaire, un gap en termes d'amplitude des tests à effectuer, etc. Mais on voit que sur les très grandes banques françaises, il y avait déjà cette hygiène de sécurité, cette maturité en termes de maîtrise des risques TIC qui était présente. La preuve, c'est que les régulateurs, que ce soit la BCE ou la CPR, diligentaient des missions sur place. Une mission sur place, c'est une demi-douzaine d'auditeurs qui sont là à plein temps pendant 6 mois et qui vont poser toutes les questions possibles et imaginables associées à des risques de marché, des risques de taux et sur la partie informatique et sur la partie cybersécurité, donc aux mesures qui sont mises en œuvre pour protéger l'informatique. Donc du coup, on est plutôt dans un accroissement en termes de niveau, mais on n'est pas sur une rupture pour ces établissements-là. C'est peut-être un petit peu moins le cas sur le secteur assurantiel, où on avait un niveau de maturité qui était moindre, et donc là, on a un vrai gap qui est franchi sur cette partie. Et ce qui est important aussi à voir, c'est que jusqu'à maintenant, les autorités avaient plutôt une démarche sur les très grandes banques. Parce que, encore une fois, si on revient à la genèse, c'est éviter un risque systémique. Si une toute petite banque tombe, si un tout petit organe d'assurance tombe, c'est pas ça qui va faire vaciller et trembler le marché. C'est pas un risque majeur de ce point de vue-là. Là, on voit que DORA s'applique en fait à l'ensemble des acteurs financiers et assurantiels, avec une déclinaison proportionnelle. Et ça, je pense que ça fait partie justement d'une déclinaison assez intelligente que mettent en œuvre les régulateurs, c'est de dire on va appliquer un principe de proportionnalité. Évidemment, on ne va pas demander à une très grande banque française qui fait partie du top 10 des banques européennes la même chose qu'à une petite banque d'investissement qui a un portail et un niveau d'exposition bien moindre sur cette partie. Oui, parce que j'imagine que tout ça a un coût financier pour le coup, pour les établissements. Tout ça a un coût, alors ça varie, il n'y a pas encore de bilans qui ont été effectués à proprement parler
dans le sens où même si DORA est en vigueur depuis janvier 2025, il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre d'exigences qui n'ont été finalisées que 6 mois avant. Mhm. Donc bien évidemment, 6 mois, ça ne laisse pas totalement le temps de converger et d'être 100% compliant. C'est plutôt, enfin voilà, DORA, moi je vois plutôt ça comme étant un cheminement sur plusieurs semestres Oui. pour une mise en conformité. C'est notamment vrai par rapport à un des piliers de DORA, qui est la gestion des tiers, la gestion de ses fournisseurs. Vous Ouais. imaginez bien qu'on ne va pas claquer du doigt, changer tous Bien les sûr, contrats bien quand on sûr. a à peu près 1000 fournisseurs. On ne va pas effectuer une mise à jour de toutes les clauses qui vont être acceptées parfois. Et vous imaginez certains fournisseurs américains qui ne sont pas forcément enclins à accepter toutes les clauses européennes, d'autant plus depuis quelques semaines, on va essayer d'imposer d'un point de vue contractuel. Bien sûr. Donc tout ça, en fait, c'est un cheminement et on imagine, alors nous, la projection qu'on en a, un côté Caisse des dépôts, en plus on a un petit retard à l'allumage pour des raisons de statut de la Caisse des dépôts. On n'est pas assujetti au DORA de droit commun comme les autres banques. On a une déclinaison un petit peu spécifique. Donc nous, la mise en conformité doit se faire pour début 2026. Et D'accord. on imagine que même après 2026, on aura encore des contrats à mettre à jour avec nos tiers. On pense globalement que la mise à jour de tous les contrats, c'est un exercice qui peut prendre 24-36 mois. C'est l'ordre de D'accord. grandeur à peu près D'accord. associé pour avoir la rotation des différents contrats. D'accord. Mais les établissements jouent le jeu, enfin, que ce soit côté banque ou assurance. Ils Alors, ont pris conscience du danger ou... les grosses banques, comme je vous le disais, elles ont l'habitude. Donc Oui. c'est une étape de plus. Et donc bien évidemment, il va falloir y mettre des moyens. Après, l'appétit au risque des grandes banques par rapport au risque de non-conformité, et donc DORA à ce volet-là de sécurité opérationnelle, mais aussi de risque de non-conformité, puisqu'il peut y avoir des amendes associées. On peut rehausser aussi le pilier 2, comme je vous disais, sur cette partie. Donc ça peut avoir des conséquences financières assez fortes. Ça peut même aller, je crois de mémoire, en cas de grave manquement, jusqu'à un retrait de l'agrément financier. Donc là, c'est l'arrêt pur et simple de toutes les activités de la banque. D'accord. Donc forcément, l'appétit est assez faible Ok, et la oui. mise en conformité Ok. se fait naturellement. Il y a un aiguillon légal, une obligation, c'est pas juste... C'est ça, le régulateur est là pour nous faire progresser, mais il a aussi cette capacité à avoir un peu le bâton en cas de dysfonctionnement. Sur les plus petits établissements, ça prend du temps, mais comme je vous l'ai dit, de manière assez intelligente. Il y a ce principe de proportionnalité qui fait que les choses vont monter en puissance et vont toutes converger dans le bon sens. Ouais. Il y a aussi, je pense qu'en termes de maturité, le mot maturité est assez important. Il y a une chose à noter, c'est l'évolution des régulations en Europe dans les 5-6 dernières années, 7 dernières années, a été faite de façon relativement cohérente. C'est-à-dire qu'on a des domaines comme DORA, on a également NIS 2 et NIS 2 qui est une directive mais qui s'applique à l'ensemble des secteurs économiques et pas seulement au secteur financier. Et il y a un lien direct entre l'un et l'autre, c'est-à-dire que par exemple un secteur financier peut être conforme à NIS 2 en invoquant sa conformité à DORA. Les deux sont liés intrinsèquement par texte. Et globalement, je trouve que dans DORA, par exemple, puisqu'on parle de DORA, il y a en fait une transcription en droit d'une logique qui est celle de la cybersécurité, qui est basée sur une analyse de risque et qui est donc là pour établir une stratégie pour mitiguer, pour résoudre ces problèmes de risque qui ont été mis en avant lors d'une analyse. Et donc DORA est structuré en 5 chapitres particulièrement qui sont là pour adresser un certain nombre de risques. Donc des risques sur la cybersécurité et sur la résilience, sur l'opération en tant que telle informatique, les risques sur les tierces parties, les parties tierces, on en a parlé. Il y a également tout un pendant qui est sur la manière de rapporter un incident de cybersécurité. C'est-à-dire qu'une banque, par exemple, une assurance, etc., qui serait soumise malheureusement à une attaque, est également régulée dans la manière dont elle doit reporter cette attaque à son régulateur. Et il y a également même un paragraphe qui est assez intéressant, un chapitre qui est sur le partage d'informations, qui est d'ailleurs beaucoup moins, qui est absolument important, qui est moins d'ailleurs dur du point de vue de l'obligation faite aux membres, aux services financiers d'appliquer ce partage d'informations, mais qui invite chacun à partager en disant attention, j'ai vu telle et telle attaque qui était menée sur mes services. Peut-être que vous, une autre banque, un autre service financier, un autre régulateur, et à travers l'Europe, tous les régulateurs entre eux doivent communiquer également et propager les informations.
Donc je trouve que ça c'est intéressant également pour quelque part pour le bien-être de tous aussi. Bien sûr, bien sûr. Peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, deux exemples concrets aussi par rapport à une déclinaison qu'on peut qualifier de voilà, plutôt intelligente de cette vision de régulateur dans le cadre de Dora, concernant la gestion des incidents. On pouvait se dire, tiens, ça va être un énième organisme auquel il va falloir déclarer ces incidents de manière supplémentaire par rapport à déjà tout ce qu'on Mhm. a à faire. Alors, globalement, au départ, peut-être que c'était prévu comme ça, en vision très théorique. Au fur et à mesure des discussions qu'il y a pu avoir, donc au niveau français et également au niveau européen, on s'est dit que ça pouvait être l'occasion d'éviter justement ce millefeuille réglementaire Mhm. et de se dire que bah, parmi les textes qui étaient assez connexes, on avait la déclaration des incidents DSP2 qui impliquait de déclarer des incidents à partir du montant où il y avait, enfin, à partir du moment où il y avait des impacts financiers supérieurs à 10 millions d'euros. D'accord. Donc le corollaire globalement, c'est qu'on a un gros dysfonctionnement et sachant que c'est assez proche d'un dysfonctionnement IT sur cette partie et que de là à penser que ça peut venir d'une cause cyber, Mhm. Mhm. voilà, globalement on fait la jonction entre les différentes briques et du coup, le régulateur a décidé que dans la déclinaison de Dora en France, en fait, elle viendrait se substituer aux déclarations d'incidents côté DSP2. D'accord. Le cinquième pilier, comme tu le mentionnais, qui était le partage d'IOC, donc indicateur de Mhm. compromission en bon anglais, en fait, c'est quelque chose qu'on fait déjà entre les grandes banques, puisque on s'est très vite rendu compte que même si on pouvait avoir une concurrence, alors je fais abstraction de la Caisse des dépôts qui n'a pas forcément de concurrents en France, mais d'autres établissements, la BNP, le Crédit Agricole, la Société Générale peuvent être concurrents vis-à-vis du marché grand public sur un certain nombre de sujets. Par contre, il s'agit de faire front par rapport à un certain nombre d'attaques qui viennent de l'extérieur et des attaques qui peuvent avoir aussi des impacts assez importants en termes de fraude. Mhm. Et donc de ce point de vue-là, c'est vraiment quelque chose qu'on a dans notre ADN au plus profond sur le secteur D'accord. bancaire, de partager ces informations. C'est ce qu'on appelle l'intercerte bancaire et c'est quelque chose qui fonctionne déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Bien sûr. Ces attaques, elles sont régulières, enfin, vous disiez, elles sont répertoriées, partagées. Ça arrive régulièrement, ça arrive de plus en plus régulièrement. Alors j'imagine que c'est tenu un peu secret, mais c'est quelque chose, c'est déjà un vrai problème et vous anticipez avec ce qu'on connaît de la situation géopolitique complexe et de groupes de hackers qui sont parfois, j'allais dire, aiguillés, pour pas dire dirigés par des pays ennemis. Est-ce que, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que c'est vrai Alors, pour nous, enfin, je me mets à la place du grand public, on a du mal à se rendre compte. Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est des sommes très très importantes? Est-ce que ça n'arrive pas très souvent, mais vous devez faire face à des attaques, elles, très régulières? alors, l'attaque sur le secteur financier, enfin, les deux attaques les plus importantes, ce sont les fraudes et le vol de cryptoactifs. Donc D'accord. si on parle de fraude, forcément toute activité bancaire, imaginez la capacité qu'on aurait à se substituer à des épargnants et à rentrer dans leur compte et à effectuer Oui. des virements. Forcément, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de Hmm. virements qui sont effectués, les petits ruisseaux font les gros Bien sûr, fleuves bien sûr. et là-dessus, on a une vraie pression des cyberattaquants et de la cyberdélinquance sur ces sujets-là. D'autant plus que c'est plus simple et beaucoup moins risqué d'effectuer des attaques cyber que d'aller braquer un fourgon Oui, oui. à main armée avec potentiellement voilà, Bien des- sûr, et j'allais dire même en termes de risque pénal, voilà. j'imagine que c'est moins risqué entre guillemets, je veux conseiller personne, mais d'aller Alors, braquer une banque, m- enfin d'aller braquer, en tout cas de frauder une banque plutôt que d'aller braquer une banque effectivement comme vous Alors, expliquez physiquement. en termes de texte de loi, on a quand même l'intrusion dans les systèmes de traitement automatisé des données, Mmh, STAD, et après l'ensemble des opérations frauduleuses qui peuvent être effectuées. Donc, il y a tout un panel judiciaire qui existe qui permet de d'accord. lutter contre la cyberdélinquance. Et on a un parquet, enfin voilà, on a le parquet J3 qui est en charge de traiter tous ces sujets de cyberdélinquance au niveau national Mmh, dès que les infractions deviennent suffisamment importantes. mmh, Donc on a quand même une vraie mise en place du système judiciaire et de la capacité à traiter en fait la délinquance cyber de ce mmh. point de vue-là.
Et juste peut-être pour terminer, parce que je te disais, voilà, la partie fraude, et forcément, qui dit fraude dit on va regarder là où il y a le plus d'argent sur lequel on peut effectuer du détournement. Et forcément, le secteur financier Bien est sûr, un bon client de ce bien point de sûr. vue-là. Le deuxième point qui est assez méconnu, c'est qu'en fait, on voit émerger beaucoup de crypto-monnaies. Enfin, c'est un sujet d'actualité autour du Bitcoin, etc. Mais pas que. Et en fait, tous les détenteurs de crypto-monnaies euh, ne sont pas forcément à l'état de l'art en termes de protection Oui. cybersécurité. Et donc parfois, c'est plus simple d'aller voler des cryptoactifs que d'effectuer de la fraude sur des grands établissements bancaires qui ont, voilà, qui par définition depuis Oui. 10 ans, 20 ans, ont cette ségrégation des mesures de lutte Mhm, contre mhm. la cybersécurité en leur sein. Et est-ce que, j'ouvre la question à vous deux, est-ce que vous voyez très concrètement une montée en puissance de ces attaques? Est-ce que ces attaques se multiplient? Est-ce qu'il y a une forme de professionnalisation, si je puis dire? Moi, on lit parfois que les mafias, effectivement, ont fait des attaques cyber un nouveau pilier de leur, j'allais dire, de leur stratégie de groupe, si je puis dire, ou d'entreprise. Est-ce que vous le constatez de manière un peu très concrète, chacun dans vos activités? Alors nous, dans le groupe Thales, on fournit deux types de services et de produits aux établissements financiers. L'un, ce sont des produits de cybersécurité et l'autre, ce sont des services de cybersécurité, donc des services de surveillance, des choses comme ça. Et dans les deux cas, on voit une augmentation très nette et du nombre et de la complexité Mhm. potentiellement des attaques. Je parle de nombre, par exemple, je mentionnais ça dans une autre table ronde, ce qu'on appelle les bots, donc Oui. les attaques automatiques scriptées, sont en forte augmentation depuis 2 ans, grâce, on pense, ou à cause de, ça dépend de quel côté on se place, de la présence de moteurs d'IA, d'intelligence artificielle, qui permettent à des hackers en herbe Mhm. peu développés quelque part d'utiliser l'IA pour fabriquer des bots qui vont essayer d'attaquer une banque ou un établissement. Et puis dans l'autre partie de l'échelle des attaques, on voit également des attaques qui sont extrêmement sophistiquées et qui ont été rendues plus sophistiquées grâce également à l'utilisation de Oui. l'IA qui va rendre ces attaques dynamiques. Mhm, Et mhm. on va avoir un comportement de l'attaquant et de l'attaque en tant que telle, du script d'attaque qui va évoluer au fur et à mesure de l'attaque. Et puis on voit également globalement un certain nombre, on parlait des bitcoins au sens large, enfin au sens propre, et puis des crypto-monnaies au sens large et des crypto-assets. Effectivement, il y a un élément essentiel dans un crypto-asset qui est l'anonymité. Oui. L'anonymat. Oui, L'anonymat, merci. L'anonymat donc du porteur de cet actif Mhm. de crypto. Et la manière d'utiliser cet actif de crypto va être d'authentifier sans rentrer dans les détails techniques, mais une clé d'authentification cryptographique. Donc on n'a pas une identité attachée à un être Oui. humain nécessairement par rapport à cette crypto, parce que c'est une des dimensions Mhm. de la crypto monnaie. Et en fait, on supporte beaucoup de clients dans ce domaine qui sont dans la gestion, par exemple, d'actifs sur la crypto-monnaie pour protéger ces clés de cryptographie qui sont, eux, la clé d'accès Oui. aux actifs de crypto en Mhm, tant que mhm, tels, mhm. en utilisant des systèmes cryptographiques de haute sécurité qui permettent de sécuriser ça au-delà de l'être humain derrière Mhm, qui va mhm, faire mhm. un trader, par exemple, qui va utiliser ces Oui, parce qu'une cryptographies. fois, ce que j'en comprends, une fois que le cyber-malfaiteur a mis la main sur les cryptos, Il n'y a plus aucun moyen de c'est ça. Plus contredire aucun, le fait voilà, que ce soit à lui ou à quelqu'un c'est d'autre. ça. Donc, On a tous en tête, je crois que c'était un Allemand il y a 2, 3, 4 ans, je ne me rappelle plus, qui alors a déclaré qu'il avait quelque chose comme 140 millions d'euros équivalent en Bitcoin et qu'il avait juste perdu la clé d'accès mhm. à ces crypto-monnaies et personne ne peut rien faire pour lui, quoi. Ouais. Il y a vraiment rien à faire. Et donc il a perdu, enfin, ce qu'il raconte en tout cas, 140 millions d'euros parce qu'il n'a pas protégé cette clé Mhm. en tant que telle. Donc c'est un Dur, problème. dur. Et effectivement, on a des clients qui sont des clients institutionnels donc des banques d'affaires qui gèrent des portefeuilles de crypto-monnaies. En fait, ils utilisent nos systèmes pour protéger ces clés par rapport à leurs propres traders Mhm. qui, en fait, ils sont obligés de leur donner accès à cette clé pour pouvoir que Bien le sûr. trader fasse son job et fasse du trade avec ces crypto-monnaies. Et donc, le fait, cette personne-là, une fois qu'on lui a donné, le trader qu'on lui a donné la clé,
peut aussi partir de cette banque d'affaires Mhm. et personne ne peut trouver où est cet Ouais. identifiant. Donc on a Ouais, des ouais. systèmes qui permettent de protéger les clés de crypto-monnaie pour des entreprises dans un environnement Mhm. professionnel. Mhm. Peut-être pour rebondir par rapport à la tendance aussi des attaques, Bien sûr. ce qu'on voit, c'est que les très grandes entreprises, alors là je vais prendre ma casquette de vice-président Oui. du CESIN, tous les ans en fait on soumet un questionnaire à l'ensemble de nos membres pour voir un peu quelle est leur actualité, quelles sont les tendances, est-ce Mhm. qu'ils ont subi Mhm. des attaques, quel domaine, est-ce que la partie, voilà, enfin, d'avoir un petit peu cette vision globale de l'écosystème. Et ce qu'on voit depuis 1 ou 2 ans, c'est que sur les très grandes entreprises ou les très grandes administrations, il y a quand même une réelle prise de conscience D'accord. l'ensemble des comités exécutifs qui fait que les mesures de protection sont présentes. Donc du coup, il y a potentiellement plus Mhm. d'attaques, Mhm. mais beaucoup moins d'attaques réussies, Oui. donc beaucoup moins d'incidents D'accord. sur cette partie. Si on me demande si moi, par exemple, les attaques de déni de service sur les actifs de la Caisse des dépôts m'empêchent de dormir, la réponse est non. On a des Mhm. protections en cœur de réseau, on a des protections en entrée de nos data centers, on a la capacité à filtrer à différents niveaux Mhm. d'attaque. Donc du coup, on est plutôt bien équipé et on est en capacité de réagir. Là où par contre, et c'est ce que tu disais, on observe une recrudescence des attaques, c'est peut-être sur les plus petites entreprises, Ouais. les collectivités territoriales, Qui, les elles, sont moins CHU, bien qui protégées, sont j'imagine. beaucoup moins bien protégées. Et ça, c'est typiquement Oui. aussi en lien avec la professionnalisation dont tu parlais Mhm. des attaquants qui s'organisent mieux parce que en fait ils ont à traiter de la masse. Et Bien qui sûr. dit du mass market cyber entre Mhm. guillemets Mhm. au niveau des attaquants dit qu'ils sont obligés d'automatiser, ils sont obligés d'industrialiser, ils sont obligés d'avoir potentiellement beaucoup plus d'actifs d'assets de leur côté pour lancer les attaques. Et là, on a un vrai réseau maillé Oui. qui n'est pas uniquement européen, qui est Mhm. mondial d'ailleurs, et qui choisit à un instant T, parfois de manière agnostique par rapport au secteur d'activité, de rentrer sur tel ou tel pays, continent, activité de ce point de vue. Je pense qu'il y a un point également en termes des menaces et du développement de la menace et du développement de la réponse. Et un des bénéfices de la régulation, on l'a mentionné à travers cette discussion, c'est le fait qu'il y ait une harmonisation Mhm. des approches. Euh, Quelque part, les grandes banques qui ont un peu plus de moyens effectivement à mettre en place en termes de moyens techniques et organisationnels et humains pour mettre en place ces régulations, en fait, quelque part, tirent Oui. toute l'industrie, tout le Bien sûr. secteur. Bien sûr. Nous, les industriels qui sommes derrière, qui développons des Mhm. solutions pour ces problématiques, quelque part, une fois que la solution est développée, est également disponible pour des acteurs de moyenne Oui. taille. Et donc ça permet également de faire monter l'ensemble de la Mhm. posture de Mhm. cybersécurité de l'ensemble du système et du parc de services financiers en Europe. Et au-delà de l'Europe maintenant, un peu comme GDPR a créé une espèce de précédence dans le monde pour la protection de la vie privée des Oui. citoyens, on espère et on pense, il y a déjà des signes comme ça qui arrivent dans d'autres pays, au Japon, Singapour, en Mhm. Australie ou même aux US, où les secteurs financiers commencent à adopter une posture de régulation pour faire en sorte que l'ensemble du secteur améliore sa cybersécurité au sens D'accord. large. Donc effectivement, malgré la multiplication des attaques que vous constatez, vous êtes plutôt optimiste parce qu'il y a une sorte de, à la fois une évangélisation et une prise de conscience et aussi une plus grande professionnalisation de l'écosystème. Tout à fait. C'est ça, Pour, les best practices d'accord. se répandent également dans l'écosystème. Ouais, D'accord. absolument. Donc on peut rassurer les épargnants, ils ne vont pas tout perdre du jour au lendemain en cas d'attaque massive. Il faut rester prudent, Non, toujours dans la C'est ça. cybersécurité. Il faut être optimiste, Oui. mais Oui. il faut rester prudent. La plus Il faut grande être qualité optimiste, d'un sinon on n'y arrive directeur, pas. oui, ça, la plus grande qualité d'un directeur cybersécurité, c'est l'humilité. C'est ça. Juste après la gestion de crise. Très bien, on va terminer sur cette phrase. Merci beaucoup à vous deux en tout cas Merci pour Emmanuel. ce débat très, très clair et très intéressant. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Merci, au Emmanuel. revoir.